Cet épisode a une distance de 7 km à un pace de 6 minutes. Ici, on parle d'entraînement, de motivation, d'équilibre et tout ce qui nourrit notre passion pour la course. Je vous présente Coach Bill, curieux de la science derrière le sport. Il analyse les tendances et nous propose des stratégies pour courir de façon plus efficace et intelligente. Je vous présente Coach Isa, avec qui chaque foulée trouve son équilibre. Elle crée une connexion authentique avec nos invités, ce qui nous donne accès à des humains formidables et des histoires inspirantes. Que vous soyez sur bitume, en sentier ou bien à l'écoute chez vous, on est là pour vous aider à avancer. Embarque-tu avec nous pour une petite course? Salut Coach Isa. Salut Coach Bill. Comment tu vas? Ça va bien toi? Bien sûr. As-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru cette semaine. J'ai fait une très très longue mentalement. Là, j'avais un petit gap à dépasser avec mon ami Coco. Puis tout le long de ma sortie, je me disais, voyons, pourquoi je m'inflige ça? Oublie ça. C'est pas trop tough. Voyons encore. Hey, je pourrais arrêter. Puis je me suis battue comme ça avec ma tête. Puis c'est de même que j'ai nommé ma course parce que en arrivant au bout, je me suis rappelé pourquoi on fait ça. Je suis même pas capable de le décrire, je te dirais. Tu sais, oui, je me sentais bien, j'étais fière, mais c'est encore plus que ça, là. C'est un peu du masochisme, je pense. C'est un peu weird, là, avec, tu sais, ça, toute la difficulté ou, mettons, la souffrance, entre guillemets, que j'ai eue pendant cette sortie-là, d'arriver à la fin puis que ça fasse un flip comme ça, de passer de moins 12 à plus 42 sur une échelle de je sais pas quoi. Ouais, c'est un peu particulier. On est bizarre, les coureurs, hein? Mais c'est ça ma course. Puis toi, t'as-tu couru cette semaine? Oui, j'ai couru. Puis, hey, écoute, tu me fais penser, il y en a une que j'ai nommée Je suis maintenant une meilleure personne. Puis c'était exactement en regard de ce que tu nommes là. Il n'est pas rien arrivé de spécial. C'est juste que quand j'ai fini ma course, je suis comme ah ouais, je suis tellement plus zen. C'est sûr que c'est bon pour l'humanité d'être plus zen. Ça prend plus de coureurs plus zen. Oui. Mais non, c'est pas celle-là que je veux te conter. OK. En fait, c'est dimanche matin. Je me dis, faut que j'aille courir aujourd'hui. Je m'étais dit que je faisais pas une longue, mais je voulais faire du millage pareil. Ça fait comme, OK, je vais y aller vraiment de bonne heure. Puis là, j'ai repris la phrase que je dis à ma fille tout le temps. Eat the frog in the morning. Fais ta tâche la plus tough en partant. Fait que je suis allé faire une distance qui me plaisait le matin. Ça me pesait, j'avais les jambes lourdes. Puis finalement, ça a pris 2 kilomètres quand même. Mais après ça, OK. C'est long. Ouais, quand même. Mais après ça, easy, ça allait bien. J'ai du plaisir. Et je me suis aussi rendu compte que les premiers kilomètres, j'avais le vent en face. Mais je m'en suis rendu compte au retour quand j'avais le vent dans le dos. C'est ça. Et avant de continuer cet épisode-là, j'ai un petit partage à vous faire des trucs que j'ai vus cette semaine en ligne. Il y en a un, ça m'a fait sourire, là. C'est une fille qui essaye des souliers de course dans un magasin. Puis, il y a le commis qui vient voir. « Allô, est-ce que je peux t'aider? » Puis la fille qui répond « Hey, sac-moi patience, j'en connais vraiment plus que toi là-dessus. » Clairement, elle est dans une grande surface là, avec, je vais dire, un commis qui connaissait pas ça. L'autre, je voudrais faire un shout-out à Steve qui a parti le club de course des Givrés. On connaît le 6am là, qui prennent des cafés le matin. Le Steve part ça avec une crème glacée, j'en ai parlé dans un dernier épisode. Ça va être les soirs et là, ces dates sont sorties. Fait que je voulais juste, s'il y en a qui s'intéressent, de mettre à votre agenda. Allez voir là, sur Facebook, Club de course Les Givrés, c'est sur Strava aussi. Et au mois de mai, la première sortie va être le 7 mai, donc en soirée, après le travail, sortie de course avec une crème glacée après. Dernière publication que j'ai vue, que j'ai trouvée fort intéressante, c'était une publication de Philippe Goyer dans le groupe Je cours Québec. Je suis tombé là-dessus aujourd'hui où lui annonce qu'il va faire le demi-marathon de Lévis avec une veste lestée de 20 livres. Pourquoi 20 livres? Pourquoi il fait ça? C'est pour mettre en lumière que dans l'adulte canadien moyen a à peu près 20 à 30 livres de trop de poids. Lui, ce qu'il veut prouver ou démontrer ou sensibiliser les gens à, c'est de dire, regarde, moi, je vais faire un demi avec 20 livres de plus que ce que je vis normalement. Ça veut dire que toute personne qui est en surpoids est capable de bouger et peut faire ce pas-là, de se mettre à bouger puis de prendre soin de son corps. Ben oui, c'est ça. Tu sais, puis tantôt, je parlais de ma course, de
qui était plutôt long. On n'est pas obligé de courir aussi longtemps pour en retirer des bénéfices puis être une meilleure personne, une meilleure version de soi-même. Puis Philippe invitait les gens, là, s'il y en a d'autres qui voulaient se joindre à lui, peuvent y écrire. Ça serait quand même assez cool de voir un gros rat pack de monde avec des vestes là, avec du poids, là, ça serait quelque chose. Là. Je ne serais pas dans l'eau. Moi non plus, mais je lui lève mon chapeau. Vraiment. Non seulement ça va être difficile physiquement parce que, tu sais, je vais dire ça comme ça, mais quelqu'un qui porte 30 livres de plus tous les jours, sa musculature est quand même développée autour de ça. Hey, mon grand-père qui avait un méga surpoids, il avait des mollets là, terribles. Là. Fait que c'est sûr que toutes ses jambes sont habituées de transporter ça tout le temps. Lui, il va se mettre 20 livres sur le dos qu'il n'a pas d'habitude là, pour courir. Là. Tellement. Ouais. C'est fou, hein? Il y en a qui vont avoir un challenge juste d'aller faire une sortie de course, puis il y en a d'autres qui vont se rajouter une veste sur le dos pour aller faire quelque chose. Je dis pas que c'est parce que c'est plus facile pour eux, mais c'est drôle, puis c'est le fun de voir que les gens se rajoutent des challenges. C'est comme Coco qui nous a partagé le gars qui fait son marathon en jonglant. Je sais qu'on a déjà parlé, là, mais oui. C'est vraiment... Là, tu le vois courir, puis il y a des méchantes enjambées, des méchantes longues jambes. C'est comme, OK, tu cours vraiment vite, puis tu jongles. En plus, il jase. Ça a l'air super facile dans la vidéo. Ah non, c'est vraiment drôle. Un petit clin d'œil à Cynthia qui est allée s'acheter 2 paires de souliers parce que j'ai comme lâché comme ça qu'il fallait avoir plus qu'une paire de souliers. Elle a entendu ton message. Un petit commentaire, c'est comme, OK, c'est beau là, je vais aller m'acheter des souliers. J'ai trouvé ça vraiment très drôle. Il y a Pierre-Luc aussi qui nous a envoyé une photo de ses bottes. Il a fait comme Pierre-Louis, il a couru en bottes quand il a commencé. Fait que, comme quoi, c'est possible absolument de courir, même si on n'a pas des souliers de course à 300$. Puis un petit clin d'œil à Élise, une auditrice que j'ai rencontrée en fin de semaine. En fait, ça fait 2 semaines environ que je suis inscrite avec les Roses. Et puis on avait un entraînement en fin de semaine. Puis il y a Élise qui est venue me voir, elle dit « T'es-tu Isabelle? » Là, elle dit, t'as-tu un podcast? Je dis, oui. Elle dit, OK, t'es coach Isa? Je dis, oui. Fait là, c'est vraiment trippant. Fait que, un petit clin d'œil à Elise qui est venue me jaser ça. C'est le fun de vous rencontrer en personne. Et on est content de vous retrouver pour le 3e volet de notre série de débuter la course dans le plaisir. Souvenez-vous que dans les premiers épisodes, on a mis l'accent sur l'importance de bien comprendre pourquoi vous voulez courir. Le fameux why. D'ailleurs, vous devriez l'avoir décrit quelque part pas trop loin. Je pense que ça vaudrait la peine d'aller le relire à ce moment-ci. On a aussi vu comment on se fixe des objectifs SMART pour les premières semaines. On vous a donné des conseils concrets pour les premières sorties. Ça se fasse en douceur avec des intervalles entre la marche et la course. Vous allez peut-être même enfiler vos souliers puis commencer à explorer la course déjà en profitant de l'expérience du début. On vous encourage à planifier ces premières sorties-là, y aller vraiment progressivement et surtout en écoutant votre corps. Ça se peut que vous trouvez que c'est difficile, mais aussi gratifiant. On est fiers, on a parlé dans le début de l'épisode, de savoir qu'on est capable de faire ça avec notre corps. On est capable de se déplacer. Ça se peut que avec le temps, ça devienne un peu plus plate, un peu lassant. Il y a des hauts, il y a des bas. On ne sait pas qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe après les premières sorties, les premières semaines, premiers mois de course? C'est quoi les challenges? C'est quoi les enjeux qu'on va rencontrer? Puis surtout, c'est quoi les pièges, les stratégies pour déjouer ces enjeux-là qu'on risque de rencontrer dans notre parcours de coureur? L'idée, c'est qu'on veut vous faire aimer la course puis continuer de le faire pendant longtemps. Bonne écoute! Là, une fois la lune de miel passée, on tombe dans la réalité telle qu'elle est. On voit les choses telles qu'elles sont. Cette période-là peut commencer dès le début, que tu commences comme coureur, jusqu'à toujours. En fait, il n'y a pas de temps. Moi, je trouve que c'est un peu sous forme de cycle. Il y a des cycles qui vont mieux que d'autres. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que on peut se rendre compte qu'il y a des petites difficultés, il y a des petits bobos. Il y a eu une belle progression au début parce que, X, Y raison. Peut-être qu'il faisait... La température était plus clémente. Peut-être que dans notre environnement, ça allait mieux. Musculairement, on s'en demandait moins. Puis à un moment donné, à force d'augmenter, mais ça se peut qu'on découvre qu'il y a certaines limitations. Fait que là, on peut risquer de tomber dans un genre de morosité, là,
pourquoi je fais ça? Pourquoi je m'inflige ça? Je suis obligée de courir, je pourrais juste marcher. Puis là, des fois, on est tanné de manquer des événements, de dire, je manque tout à mes soupers, je suis tanné. Là, c'est assez. Là, moi, m'occuper de moi, là, c'est de prendre du bon temps, profiter de la vie, manger de la bonne bouffe, tu sais. Fait que là, il y a un risque d'auto-sabotage rendu à ce stade-là. Tu parles de cycle, puis c'est vrai, parce que c'est vraiment pas juste dans les débuts de la course que ça arrive. Ça, c'est de façon, je dirais, récurrente, mais tu sais, plus ou moins rapprochée avec le temps. Moi, ça m'est arrivé quelques fois, là, dans ma, je veux dire, expérience de course où je me dis, hey, mais pourquoi je m'inflige ça? Pourquoi je fais ça? Mais généralement, c'est pas après une course que ça se passe. Généralement, c'est avant quand ça te tente pas d'y aller. Oui, c'est juste le mental, là. C'est juste ça. Tellement. Parce qu'une fois que t'es sorti, que t'es dehors, que t'es en action, que tu bouges, puis que tu l'as complété, oh là, le mindset rechange. Ok, ouais, c'est vrai. C'est pour ça, on va se le rappeler. C'est pour ça qu'on fait ça. Puis aussi, après, tu sais, les premières semaines, les 8 premières sorties, là, on a un point de comparaison. Les premières fois que tu sors, tu sais pas si t'es bon, tu sais pas si t'es pas bon, ça fait juste ça. Mais là, t'as vécu des belles courses, des moins belles courses, t'es capable de comparer. Puis là, quand tu tapes 3 courses en ligne, que tu fais, voyons, qu'est-ce qui marche pas? Puis tu le sais pas nécessairement qu'est-ce qui fonctionne pas parce que, oui, t'as des points de comparaison, mais pas tant que ça non plus. Fait que tu peux avoir l'impression de, c'est pas fait pour moi, ça, courir finalement, ou il y en a d'autres. Là, tu vas avoir mal à des places, ça se peut que t'aies, je sais pas moi, des ampoules, puis là, le monde va te dire, t'es sûr que tu devrais faire ça, courir? Me semble que t'as plus l'âge pour faire ça, ou me semble tu pourrais faire d'autres choses. Là, ça crée un doute. Puis c'est encore fragile. C'est très fragile à ce moment-là. Je pense que c'est la place la plus risquée pour abandonner. T'as raison, c'est super fragile, puis on a autant une gratification de « Hey, wow, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à courir tant de secondes, tant de minutes en continu, je vois des progressions. » Puis là, justement, tu sais, le monde commence, il y en a beaucoup qui commencent au printemps, là, tu vas dans un dîner de Pâques avec la famille, là, qu'il y en a qui vont te rappeler pourquoi c'est dangereux puis c'est pas bon la course. Là, t'es comme tu dis, tu sûr devrais faire ça, puis tu sais que c'est pas bon pour les genoux, puis moi, ma sœur a fait ça, puis s'est fait telle blessure, puis j'ai jamais remarché après. Tu sais, les gens, je pense que c'est souvent des gens qui se justifient de eux pas être capables de le faire, puis qui font un transfert. Effectivement. Puis je vais juste remettre ça droit, là, mais c'est pas vrai que c'est pas bon pour les genoux. Si c'est fait de façon sécuritaire, c'est totalement l'inverse qui se produit. C'est que ton corps s'adapte, se renforce, puis devient justement plus résilient. Fait que ça brise pas le corps de courir si c'est bien fait. Là, une fois qu'on a commencé, si on n'a pas commencé nécessairement avec un plan, c'est qu'à un moment donné, dans un plan, il y a des semaines de récupération. Et si t'as pas nécessairement suivi quelque chose en particulier, que toi, t'as installé 3 courses par semaine, puis tu augmentes progressivement, soit tes intervalles, tes durées de course, réduis un petit peu tes durées de marche, ça se peut qu'à un moment donné, ton corps ait besoin de récupérer. Fait que quand t'es rendu, tu sais, dans tes premières semaines, t'as passé tes premières semaines, t'as acheté tes souliers, t'es déjà en action, peut-être que d'aller chercher un plan pour avoir justement cette récurrence-là dans les semaines de récupération. Globalement, dans les plans là, généraux, ce qu'on voit, c'est à peu près une semaine de récupération aux 4 à 6 semaines, là, dépendamment du plan. Souvent, des plans même d'introduction à la course, on va parler de 3 semaines de progression, 1 semaine de repos-récupération. Il va y avoir soit moins de courses ou plutôt moins de temps de course. Autant de sorties, mais moins longues, puis moins exigeantes. Puis après ça, on repart dans une autre phase de 3-4 semaines de progression. Mais ces semaines-là, c'est tellement important de ne pas les sauter parce que c'est celles-là qui font qu'on se blesse. On dit, ah non, je ne ferai pas. C'est une petite semaine facile dans le plan. Moi, je vais continuer à la semaine 5 tout de suite parce que je veux continuer à progresser, ça va bien. Ça, c'est un plan pour se blesser et puis perdre justement l'intérêt de la course à cause de juste que tu n'as pas suivi un plan de façon sécuritaire. Un autre piège aussi qu'on peut rencontrer à cette période-là, ça va être de se décourager parce que c'est trop difficile, parce que tu ne vois pas nécessairement de progression. Admettons quelqu'un qui a commencé avec des intervalles de course de 30 secondes, puis là, c'est rendu le 7-8e entraînement, puis c'est difficile de se rendre, je sais pas moi, à 40 secondes. Il y a trop d'essoufflement, il y a trop de charge au niveau musculaire. Une des astuces qu'on peut suggérer, c'est de rapetisser ses pas. Ça va faire, c'est que ça va augmenter la cadence. On va faire des plus petits pas, plus rapides. Il va y avoir une grande économie d'énergie, donc il devrait y avoir moins d'essoufflement. Fait que,
première étape, on réduit les pas, on fait des pas plus petits. Un autre exemple pour parler de la cadence, on peut courir à une vitesse de marche. Si tu te rends compte que tu essaies de réduire tes pas, puis finalement, ça fonctionne pas, prends-toi un ami qui va marcher, puis toi, tu vas faire ton jogging à côté de cette personne-là, puis tu vas aller à cette vitesse-là. Puis tu vas te rendre compte que tu vas être beaucoup moins essoufflé. Fait que c'est ça, souvent, on veut aller trop vite, on veut faire des grandes enjambées, puis il est là le piège, ça devient trop difficile, trop essoufflé, surtout au début. Fait que réduire les pas, puis courir à une vitesse de marche. Évidemment qu'à ce stade-là, ce qui est important, c'est beaucoup d'adopter une forte discipline. T'as ton plan, t'as tes 3 sorties, on en a parlé tantôt, d'avoir dans ton calendrier, dans ton horaire, tes sorties, mais plus tu les fais, plus tu intègres justement l'habitude d'aller le faire jusqu'à temps qu'éventuellement ça devienne quasi un besoin. Mais au départ, c'est vraiment la discipline d'intégration qui va être un super bon moteur pour la camper, puis qu'après ça devienne tellement naturel. Ah non, c'est mardi soir, je vais faire ma course, puis c'est immuable. J'ai pas envie d'aller faire d'autres choses. C'est ça que je programme. Oui, parce que la motivation sera pas toujours là. Si on peut s'appuyer au minimum sur la discipline. Quand la motivation est là, puis ça vous tente, tant mieux, on en profite. Oui, c'est ça. Mais les jours vont être un peu plus basses, on se rappelle que la discipline va être payante. Finalement, à la suite de ça, on tombe dans une phase de progression. Admettons, t'es passé un mois et demi, il y a une routine qui s'est installée, on commence à connaître notre corps, on commence à savoir, bon, ben je peux courir à cette vitesse-là, mes enjambées, c'est à peu près comme ça. C'est rendu facile de passer à l'action parce que les premières sorties, tu fais, bon, je vais courir, ça peut te prendre 25 minutes avant d'être toute prêt puis pouvoir sortir. Plus le temps avance, ça prend 5 minutes, t'es habillé, paf, t'es rendu dehors. Donc, on tombe dans la phase de progression. Il va y avoir plus d'endurance, l'impression d'être moins essoufflé, de voir une progression. Avant, j'étais juste capable de courir pendant 30 secondes. Maintenant, je suis capable de faire mes intervalles d'1 minute, 2 minutes. C'est super valorisant. Là, la motivation est grande, mais il faut quand même avoir passé le cap de l'étape précédente. C'est généralement dans cette phase-là où justement tu peux commencer à penser à rejoindre peut-être d'autres gens qui couraient déjà, des groupes, ça t'ouvre tout un monde de possibilités quand tu atteins une certaine progression. Parce qu'au début, c'est sûr que ben là, je vais faire juste 30 secondes. C'est comme gênant d'inviter quelqu'un. Par contre, moi je dirais, faites-le quand même. Laissez-vous pas intimider par des coureurs, mettons, ah ben là, lui, ça va être plate. Pas en tout, c'est le fun d'accompagner les nouveaux coureurs. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais c'est clair que quand vous êtes en phase de progression, tu atteins un certain temps de course, là, ça devient cool. Le piège à éviter, c'est de vouloir progresser encore plus. Tu sais, quand ça va bien, tu te dis, ah, OK, ça a été facile, crime, je pourrais faire plus. Si tu as atteint cette progression-là, c'est parce que tu as bien écouté les temps de repos, tu as bien écouté ton corps, tu n'en as pas fait plus que nécessaire, fait que tu as pu progresser dans tes repos. Si tu tombes dans le piège, mais je vais en faire plus, je vais être encore meilleur, mais encore une fois, tu vas réduire le temps de récupération, puis ton corps n'aura pas le temps de progresser. Il y a un risque de blessure, un risque de surentraînement, puis tomber dans une fatigue, puis là, qu'il y ait une régression au niveau de l'entraînement. C'est un piège tellement classique, là. Par contre, tu sais, si c'est un besoin de te dépenser puis de bouger, puis qu'en intégration, surtout si tu es déjà un sportif, si tu es déjà un cycliste, tu fais du ski de fond ou tu as un cardio déjà bien établi, là, je vais faire ma course, mais ça me satisfait pas. Mais au moins, tu peux faire une activité de transfert. Tu peux continuer à faire du vélo en plus pour dépenser justement ton énergie. Faut pas que tu augmentes la course trop vite parce que ton corps a quand même besoin de s'adapter au niveau de toutes les structures. C'est là qu'il y a des risques de blessure. Ça t'empêche pas de faire une autre activité, mais une activité qui n'aura pas de choc au niveau du bas du corps. Tu vas pas faire justement de la corde à sauter, par exemple. Parce que là, tu induis à peu près le même mouvement où tu travailles ton cardio et tu crées des chocs au niveau de tes jambes. Si tu prends un sport qui n'a pas de choc, natation, vélo, ski de fond si c'est l'hiver, ben là, c'est intéressant parce que tu vas chercher la composante cardio, mais sans tout ce qui est musculo-squelettique. Même pas obligé d'aller jusque-là. Aller prendre une marche aussi, oui. ça peut être suffisant. Puis même que c'est recommandé parce que dans les périodes de récupération, on essaie de valoriser la récupération active. Donc, d'aller prendre une marche durant sa journée de repos va vraiment faciliter la circulation sanguine puis de venir
créer les réparations qu'on a besoin au niveau de notre corps. C'est important ce que tu dis là parce qu'on pense que prendre une journée de repos, c'est pas nécessairement s'asseoir puis écouter la TV toute la journée puis rien faire. D'être modérément actif, c'est encore meilleur pour la récupération. Donc, comment ça se manifeste, là, ces pièges-là? Ça va être, je suis allé m'entraîner hier, je vais y aller aujourd'hui, tu sais. Même si je suis supposée avoir une journée de récupération, je vais y aller, je me sens bien. C'est un piège. Par exemple, pendant le plan d'entraînement, dire, il me semble que je pourrais courir plus que 1 minute en continu, je pourrais me rendre à 2 minutes. Ça aussi, la progression va pas avoir été respectée, puis il y a un risque de blessure. Ça veut pas dire, peut-être que ça va bien se passer la première fois qu'on fait ça, mais c'est peut-être à force de le faire qu'à un moment donné, le corps pourra plus supporter. Que ce soit les plans qui sont généralement bien équilibrés pour les débutants, c'est des plans généraux, ou c'est une recommandation d'un kin, d'un physio, ben ce que ça fait, c'est justement pour éviter de traverser la fameuse ligne où vous allez vous blesser. Mais cette ligne-là, personne ne la connaît. Elle n'est pas dessinée dans votre dos, on ne peut pas la lire, on ne sait pas. Fait que c'est beaucoup, il y a beaucoup de théories autour de ça, il y a votre histoire, mais il y a de l'intuition aussi de la personne qui vous guide à vous dire, OK, fais-en pas trop, tu me parles d'une fatigue, peut-être que tu es mieux d'attendre un petit peu. Prends-toi 2 jours cette semaine de repos au lieu d'une journée avant de faire ta prochaine course. Mais d'en faire trop, c'est justement qu'on s'approche de cette ligne-là et on tombe dans un risque de blessure. Ça demeure un risque, comme tu dis, tu pourrais le faire puis tout va bien. On ne sait pas comment ton corps va réagir. Fait que c'est surtout d'être très à l'affût des petits signes. S'il y a des inconforts, s'il y a une fatigue qui s'installe, mais c'est un signe qu'on s'approche justement de cette ligne-là puis qui pourrait nous amener vers une blessure. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on n'a pas parlé encore de montre puis de Strava, toutes ces affaires-là. On est à peu près 1 mois après avoir commencé à courir. Ce qu'on a dit, nous autres, on a déterminé 3 mois avant d'avoir une montre quelconque. Parce que là, ça peut être tendance, je vais essayer de courir plus vite, je vais essayer de faire ma distance en moins de temps ou je vais augmenter, tu sais, j'ai juste 30 minutes, mais je vais essayer d'augmenter ma distance puis dépasser ses propres limites. Une autre portion du piège, quand on commence, souvent, il va y avoir une période de marche, puis c'est inclus dans le plan. Après ça, l'échauffement devient un petit peu sous-entendu. Il est pris pour acquis dans un plan, mais il n'est pas à négliger. C'est pas parce que c'est pas écrit qu'il faut pas le faire. Et le fait de ne pas s'échauffer, il y a un risque de blessure parce que les articulations, les muscles, la fréquence cardiaque, il n'y a rien qui est prêt à aller affronter une course. On l'a testé souvent, soit nous-mêmes ou avec des athlètes qu'on a coachés, de faire un super bon protocole d'échauffement avant un effort, surtout un effort qui est plus intense, c'est doublement important, mais on voit une méga différence sur la fréquence cardiaque. Tu vas courir ta sortie, puis tu vas être beaucoup moins essoufflé, ça va être beaucoup moins exigeant parce que ton cœur a été bien préparé avant, lors de l'échauffement. Puis éventuellement, il va falloir penser à faire un petit peu de musculation parce que là, les sorties se rallongent. Il va peut-être y avoir des débalancements musculaires. On peut faire aussi des exercices d'étirement. Donc encore là, il faut aller voir un coach, un professionnel de la santé, un physio, kinésiologue, un petit plan d'entraînement. Souvent, les coureurs, est-ce qu'on n'est pas assidu à ça? Mais au minimum, de faire, 2 petites séances, puis c'est pas obligé d'être compliqué. Tu peux avoir un petit plan de musculation que tu vas faire chez toi avec très peu de matériel, mais qui va pouvoir aider à prévenir les blessures. Puis la muscu, justement, va amener du bon renforcement qui vont être transférables, qui vont être bénéfiques dans la course parce que tu vas être plus stable, parce que tu vas être plus résilient. C'est là, oui, c'est pas l'activité en soi, mais cette activité-là de muscu a beaucoup de bénéfices qui sont transférés pendant la course. Fait qu'après ça, après cette phase de progrès-là, ça ressemble un peu à la phase précédente, là, où on prend conscience des difficultés, c'est qu'on va souvent atteindre un mur. Là, il va y avoir une belle progression, puis là, paf, on retombe encore à « Voyons, comment ça, je progresse plus? » Il y a une fatigue qui peut s'être installée. Là, ça fait plusieurs semaines qu'il y a de la course. Ça se peut qu'il y ait des petits bobos qui apparaissent, qu'on n'a peut-être pas nécessairement pris soin. Peut-être qu'il y a eu des changements au niveau de son emploi par rapport aux enfants, de la maladie, des virus, ça peut venir jouer. Qu'est-ce qu'on fait, quand on pogne une grippe puis on est 3 semaines sur le cul, comment on reprend ça, comment on repart ça? Parfois, ça ne se passe pas comme on aimerait. Fait que c'est souvent un mur ou un plateau qu'on vient atteindre, puis on sait plus trop là, comment faire pour se sortir de ça, pour
retrouver une forme de progression. Tu t'as nommé, on pogne une grippe, une maladie. C'est vrai que c'est tough, ça, parce que t'as pas le choix d'arrêter. T'as besoin de te concentrer sur guérir, reposer, puis le 3/4 du temps, tu sais, j'ai même pas envie d'aller courir, là, ça marchera pas. Là. Si on est grippé, fiévreux, c'est pas le temps. C'est le temps de combattre notre virus. C'est vrai qu'après, c'est facile de perdre justement la discipline, la motivation, parce qu'on l'a mis sur pause pendant un petit bout de temps. Mais c'est important. Moi, je dirais, là, dès que vous êtes assez en forme, évidemment, là, le but, c'est de récupérer, mais de reprendre après ça rapidement. Pas, ouais, là, je suis top notch, tout est beau, je vais attendre la semaine prochaine. Non. Si t'es en forme, remets-la à ton calendrier, replace tes repères, puis essaie de remettre justement ta routine dès que possible, dès que tu es assez en forme pour le faire. L'autre point, juste les changements de météo. Tu sais, si tu commences à courir au printemps, fait beau, le soleil sort, c'est frais. Là, dans ta phase de progression, c'est cool, ça va bien. Là, tu arrives dans les canicules de juillet. On ne sait plus quoi faire. C'est peine trop chaud. C'est dangereux, je sais pas. Après ça, quand tu tombes justement dans la pluie d'automne, la froid d'hiver, tu sais, ça, c'est tous des petits murs qui peuvent arriver justement dans le parcours. Mais il n'y a rien d'insurmontable. Il s'agit de faire ces expériences, bien s'habiller, puis ça va super bien. Les solutions, des fois, sont plus simples qu'on penserait. Justement, tu parles du mois de juillet. Il fait chaud, là. Crème, on se déshydrate. Il me semble que c'est pas super sécuritaire. Tu peux aller courir le soir. Mm-hmm. C'est simple comme option, mais c'en est une. Si t'en as l'idée, c'est que c'est une très bonne idée. C'est ça, c'est le piège du mental qui rend les choses compliquées, puis là, on cherche, puis on se compte. Mais non, on fait juste essayer de se trouver une porte de sortie pour pas faire ce qu'on sait qu'on a à faire. D'ailleurs, on a fait un épisode qui était « Quelle est la solidité de ton mental en course ?» qui est de la saison 3, épisode 16. Si t'en veux un peu plus, écoute cet épisode-là. Puis le risque dans cette période-là, c'est d'abandonner juste avant que la course devienne une habitude. Parce que, mettons, cette période-là, on va le vivre plusieurs fois, des murs, durant notre progression comme coureur, mais dans la première année, à un moment donné, ça se produit, puis il y a un risque qu'il y ait une coupure. Ça peut être aussi, après un événement, tu t'inscris à un événement de course, je sais pas moi, c'est passé 15 semaines, tu as couru de façon assidue, tu avais ton objectif, tu l'avais dans la mire, tu avais hâte, tu étais avec tes amis, puis là, l'événement se produit, là, tu fais « Ah, qu'est-ce que je fais? J'ai-tu besoin de progresser? Faut que je cours encore? » Il n'y a plus la même motivation. Puis la course, bien que ça ait été une habitude pendant les 15 dernières semaines, c'est pas devenu une réelle habitude dans ton quotidien à toi. Il y a plein d'astuces là qui, ça peut être tout simplement d'aller se réinscrire à un autre événement ou de joindre un club de course. Tellement. C'est la meilleure journée pour s'inscrire à un événement, c'est le lendemain d'un événement. Okay, oui. On le fait, tu sais, l'événement te fait un peu peur. Tu sais, une petite crainte, hey, je veux réussir. Surtout quand c'est ton premier, qu'est-ce que je vais vivre, les gens autour, puis je vais avoir ma place. Puis après ça, ça crée une euphorie, une fierté incroyable. Fait qu'on surfe là-dessus, puis on se réinscrit à d'autres choses. Tu sais, ça se peut, à cette période-là, que le why ait évolué. Ouais. Tu sais, se reposer la question, mettons, 3-4 mois après avoir fixé son why, le premier exercice qu'on vous avait fait faire plus tôt dans l'épisode, dire, OK, puis là, tu le relis, tu fais, prendre soin de moi. Là, tu fais, OK, je prends soin de moi, j'ai une meilleure alimentation, je bouge plus, puis là, peut-être que ça va s'approfondir, dire, crème, moi, j'ai une amie au bureau qui court, je sais pas moi, des demi-marathons, puis j'aimerais ça, avoir une partner de course, puis un peu comme Seb qui a commencé à s'entraîner, oui. Je veux courir avec mon pote, mais ça se peut que ça allait évoluer, ce why-là, puis tout à coup, paf, il y a comme quelque chose de super grand qui vient d'émerger, puis tu dis, maintenant, je vais courir pour ça, ou pour une cause, ou pour quelqu'un qui peut pas le faire. Il y a tellement de choses dans ce parcours-là qui émergent que tu peux même pas penser qu'elle allait arriver. Tu sais, au début, justement, quand tu commences à courir, là, tu sais pas c'est quoi courir avec des gens, puis ce que ça peut t'apporter, ou là, tu te découvres justement, hey, j'ai un tel ami, je savais même pas, il court. Ouais. Comme on dit souvent, on va aller prendre un café avec, tu sais, pas prendre un café, mais partager une course, c'est comme prendre un café ensemble, on se met à jour, on jase, c'est des moments qui sont fabuleux, mais quand tu commences à courir, tu penses même pas que c'est possible. Tu dis, parler en course, t'as peu, là. Je vais juste garder mon souffle. Je suis pas rendu à jaser. Mais il y a un paquet de choses, justement, que tu découvres, puis qui font, justement, évoluer ton rêve vers quelque chose de plus fondamental, plus durable. Puis ça devient moins égoïste, entre guillemets.
On commence à courir pour nous. On veut atteindre un objectif pour nous. Et je prends l'exemple de devenir bénévole. Là, tu te dis, pourquoi j'irais courir pour quelqu'un d'autre? Mettons, peu importe, là, qu'est-ce que tu fais, si tu vas faire des intervalles parce qu'il faut que tu accompagnes des personnes. Si tu fais pas ta course pour toi, c'est pourquoi j'irais m'infliger physiquement une course pour que les autres courent. Mais quand tu découvres ça, devenir bénévole, courir pour que quelqu'un d'autre puisse courir, tout ça se transforme. Tu dis, OK, j'ai la capacité physique suffisante pour accompagner quelqu'un vers la découverte de ses capacités. C'est ça. La course prend une toute autre forme. Il y a beaucoup moins l'aspect performance, tu as l'aspect social, l'aspect gratitude. Ça peut permettre de sortir justement de la monotonie, de courir pour soi, puis de visualiser juste la progression, vouloir courir plus vite, puis vouloir courir plus longtemps, de le faire pour quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Puis pour moi, ça a été ça un point tournant important parce que, tu sais, oui, je suis compétitif, là, puis j'aime ça, puis j'aimais ça me dépasser. Puis à un moment donné, dire, non, je vais juste profiter du temps, puis voir la beauté de quelqu'un qui est en train de se développer en course, puis pouvoir l'épauler, l'appuyer là-dedans, juste être là, ça donne une dimension qui est complètement différente. Là, comme tu dis, t'es plus là pour toi, c'est totalement moins égoïste, puis découvres un plaisir à voir d'autres gens apprécier la course, là, c'est magnifique. Je pense que quand on est rendu à ce stade-là, on est dans l'étape où la course a été intégrée dans le quotidien. Ça fait partie de notre vie. C'est pas une option de ne plus courir. Quand, à l'inverse, de dire « Oh non, faut que j'aille courir demain », c'est « Voyons, me semble ça fait longtemps que j'ai pas couru ». Quand tu as cette réflexion-là, « Ah, OK, non, j'ai juste couru hier. » Non, c'est pas la fin du monde. Et je pense que là, c'est que ça a pris vraiment une place importante. Puis au-delà de l'aspect physique, puis c'est ça qu'on n'arrête pas de parler dans tous les épisodes, combien on aime la course, qu'est-ce que ça nous apporte dans le quotidien, personnellement, socialement. Je pense que c'est là qu'on vient le développer le plus. Je pensais, est-ce que tu sais comment savoir si quelqu'un est un coureur? Non. T'as rien à faire, il va te le dire. Ouais. Quand c'est intégré, on est rendu là. Tu vois des gens là, qui parlent de course avec passion, qui vont parler justement des bénéfices que ça les apporte. Tu vois les gens qui en parlent avec sourire. Je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'avais un collègue de travail qui a commencé à courir pour ça. Il nous voyait, moi et Kevin, parler de course, puis tabarouette, ça a tellement l'air le fun. J'ai le goût d'essayer. Juste les voir en parler, ça a l'air nice, là. Ouais. Et c'est drôle parce que, tu sais, au départ, c'est tellement pas ça, là. Tu sais, c'est comme, voyons, vous parlez de la course comme ça, puis vous avez les yeux brillants, puis si vous êtes tout énervé parce que vous allez aller courir un événement. Quand tu commences, là, c'est pas comme ça. Ça avait été exactement la même personne que je parle. Joe, il nous avait dit « Tabarouette, qu'est-ce que vous trouvez de le fun là-dedans? C'est dur! » Mais c'est venu pas longtemps après, puis il a fait que « OK, je comprends là, ce que vous allez chercher là-dedans. » Mais c'est ça, c'est vrai qu'au début, c'est tough à comprendre cette passion-là, puis cette étincelle-là. Puis là, on parle à des gens qui veulent commencer la course. Puis moi, je sais quand j'ai commencé, là, il y a plein de termes qui viennent, là, puis c'est mélangeant, on sait pas trop c'est quoi, c'est pas tout le monde qui prend les mêmes. On vous en parle de quelques-uns, juste pour que vous puissiez comprendre, si vous parlez avec des coureurs, qu'est-ce que ça veut dire. Tantôt, tu as nommé cadence. Ça, c'en est un. C'est quoi la cadence? En fait, mettons la différence avec la vitesse, parce qu'il y en a qui vont mêler les deux. La vitesse, mettons, je prends une voiture, là, 5 km/h, c'est ma vitesse. La cadence, ça va être comme un métronome. Tic, 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 tic. Fait que c'est, en fait, le son que va faire tes pieds au sol. Fait que tu peux avoir une cadence qui est tic, 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 beaucoup plus lente. Une cadence rapide, tic, 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 tic. Là où je disais, tu peux courir à une vitesse de marche. Donc, la personne à côté de toi va avoir une cadence plus lente, mais va faire des plus grandes enjambées. Toi, tu vas avoir une cadence très rapide, mais avec des petits pas. Vous allez exactement à la même vitesse. Exact. Fait que la cadence, c'est le nombre, souvent on va l'exprimer en nombre de pas par minute. Le nombre de fois que votre pied tombe à terre dans une minute. La distance, je pense que ça va de soi. Généralement, on va le mesurer en kilomètres ou en milles pour les Américains. Mais c'est en kilomètres qu'on va voir souvent sur les montres ou sur un téléphone. Quand vous êtes rendu à vous acheter une montre, dans au moins 3 mois. Quand on parle de pace,
Ça, c'est mêlant. Hein? Pace ou rythme en français, qui n'est pas très utilisé, mais on va parler de pace. Le pace, c'est une mesure de vitesse aussi, mais je sais pas si c'est propre à la course. C'est très utilisé à la course, principalement à l'extérieur. Quand on parle de pace, c'est le nombre de minutes que ça te prend pour faire 1 kilomètre. Fait que, par exemple, si on court à 6 minutes du kilomètre, c'est que chaque kilomètre va me prendre 6 minutes à parcourir. C'est une mesure de vitesse dans le sens où je pourrais le traduire 6 minutes du kilomètre, ça donne 10 km/h. Parce que si je fais 10 km à 6 minutes, donc 6 fois 10, ça donne 60 minutes. Oui, exact. Les coureurs de tapis, généralement, vont travailler en vitesse parce que les tapis donnent une vitesse, donnent pas un pace. Ouais, en kilomètre-heure. Et même en 1000 à l'heure. Ouais. Je pense que c'est plutôt récent. Là, dans les dernières années, ça s'est changé un petit peu. Mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, là, la plupart des tapis, surtout dans les gyms, là, les gros tapis commerciaux, c'est en 1000 à l'heure. Soyez prudents, ça. Si tu commences à courir au gym, tu as quelqu'un, un partenaire qui dit « Ah ben oui, vas-y, mets à peu près telle vitesse. » Et soyez sûr que c'est en 1000 ou en kilomètres. Parce que courir à 10 000 à l'heure puis à 10 km/h, c'est pas la même vitesse. Moi, je serais très curieuse de savoir si vous avez envoyé cet épisode-là à quelqu'un qui voulait commencer à courir, si cette personne-là aurait des questions. J'aimerais ça les avoir pour pouvoir y répondre. Parce qu'on a fait le tour avec le meilleur de nos connaissances, mais ça se peut qu'on ait passé vite sur quelque chose qui est peut-être important. Il n'y a pas de questions niaiseuses. Puis ça, c'est la principale erreur. Pas oser poser de questions, puis pas oser... Tu sais, c'est quoi donc la cadence? Puis de pas courir toute seule, là, puis de pas se gêner pour aller courir avec des coureurs expérimentés. Ça peut être des questions qui vous viennent en tête à vous, des auditeurs de longue date, mais qu'est-ce que vous auriez voulu savoir quand vous avez commencé puis que vous avez appris sur le tard ou des fois après 6 mois de course? Ah ouais, ça m'aurait tellement facilité la vie. Mais bon, il n'y a pas, de guide parfait. Je pense que c'est un bon épisode pour démarrer. Puis là, ils viennent de me popper. Et là, les gens vont se demander, faut-tu qu'ils traînent de l'eau, les sacs d'hydratation? Ouais, on fera un autre épisode sur comment intégrer toutes ces bébelles-là puis ces patentes-là. Est-ce que tu as une plug pour nos auditeurs cette semaine, Coach Isa? Oui, puis ça fait un moment que je voulais la plugger. C'est Zoothérapie, la grosse vie. C'est une cliente, en fait, que j'ai en tatou. Puis elle a fait ses études pour faire de la zoothérapie. Elle a ses animaux. Puis elle se promène dans le CIUS. Puis elle est tellement impliquée. Puis on en a parlé la dernière fois que je l'ai tatouée. Tu sais, elle me racontait. Parce qu'en fait, la zoothérapie, puis je me l'imaginais pas nécessairement comme ça. Je me disais, bon, il y a un intervenant qui va apporter un animal. Puis là, ben les bénéficiaires en profitent. Là, ils le regardent et le flattent. Mais c'est utilisé bien mieux que ça, en fait. Ou bien, ma cliente est vraiment, Mel, est vraiment très créative. C'est qu'en fait, l'animal va être utilisé pour créer un lien avec la personne qui en bénéficie. Fait que ça soit des troubles cognitifs ou physiques, ça va faciliter l'échange puis l'intervention d'intervenants. Parce qu'elle, elle peut arriver, il va y avoir un physiothérapeute qui va vouloir faire travailler, je sais pas moi, la mobilité au niveau du tronc. Puis là, ben le patient va faire comme ça, me tente pas de la faire, ta physio, tu sais. Fait que là, elle arrive avec son chien, puis c'est comme, OK, là, on va la raconter ça. Elle met un genre de harnais sur le chien, puis on va décorer le chien comme un sapin de Noël. Fait que la personne, elle arrive, elle trouve ça cool, là, qui voudrait pas déguiser un chien. Fait qu'elle arrive, puis là, ils ont des petites boules qui viennent coller avec des velcro, puis là, installe une guirlande sur le chien, puis le patient a aucune idée là, qu'il est en train de travailler, puis la physio peut faire son intervention parce que souvent, il va y avoir des résistances, c'est souvent des personnes âgées, personnes avec des handicaps, il va y avoir des troubles de comportement, mais le chien vient comme tout apaiser ça, puis je trouvais ça tellement touchant pour frère, elle m'en parlait, puis je suis venue avec le moton, puis fait que c'était ma plug zoothérapie, puis c'est méconnu, puis on le sait, le système de santé travaille plus ou moins en prévention, puis pour faciliter, tu sais, on dit, bon, ben, si quelqu'un a des problèmes à ce niveau-là, on fait travailler avec une physio, point, mais c'est pas vrai, il y a tout l'aspect émotif, les difficultés, plein de difficultés qui peuvent être rencontrées, puis on le sait, manque de personnel, manque de temps, tu sais, on fait tout vite,
En soi. Fait que je trouve que c'est tellement une belle cause, une belle démarche, un investissement avec beaucoup de cœur. Donc, salut Mel. Toi, Coach Bill, t'avais-tu une plug pour les auditeurs? Yes, je vais vous plugger un livre que j'ai lu récemment qui s'appelle L'ascension d'un combattant, l'histoire vraie de Jeff. C'est un gars de Shawinigan, un vétéran qui a eu un solide accident de moto au point là, de plus marcher. Là. Il était incapable de se mouvoir. Puis, à force de résilience et de détermination, il s'est rendu à faire du triathlon. C'est pas supposé, là. Rien de moins. Ouais, rien de moins. Ça a été toute une histoire à lire. J'ai trouvé ça vraiment inspirant. Puis même la fin m'a même tiré une larme. C'est-à-dire, ouais, c'était émouvant. C'était une histoire poignante. Fait que sur ça, Coach Bill, on souhaite aux auditeurs. Bonne course. Si t'as aimé cet épisode, prends le temps de le partager autour de toi. Abonne-toi sur ta plateforme préférée pour ne pas manquer les nouveaux épisodes qui sortent chaque mardi. Puis tant qu'à y être, laisse-nous un petit commentaire puis un 5 étoiles, c'est toujours apprécié.